Élisabeth II a tiré sa révérence le 8 septembre 2022 dans son château de Balmoral, après 70 ans d'un règne flamboyant. La souveraine tant aimée laisse le trône à son fils, âgé à l'époque de 74 ans. Mais moins d'un an après son sacrement, et après avoir attendu tant d'années pour enfin être roi, Charles III est frappé de plein fouet par la maladie. En effet, le 5 février 2024, un communiqué émanant de Buckingham Palace plonge le Royaume-Uni dans l'effroi. On y apprend que le souverain est atteint d'un cancer. Une malédiction qui touche aussi sa belle-fille, Kate Middleton. 2 mois après l'annonce du cancer de Charles III, elle déclare elle aussi être atteinte d'un cancer. Et alors que la famille Windsor est plus que jamais dans la tourmente, l'ombre d'Élisabeth II plane. Sans elle, le royaume se délite. Retour sur le destin hors du commun de la plus grande reine du monde. Elle est la reine du siècle, elle est la reine des reines. C'est la femme la plus connue, la plus photographiée au monde. Devenue de son vivant l'héroïne de l'une des séries télé les plus vues au monde, la reine d'Angleterre est-elle la plus grande star de l'histoire? Elle est célèbre avec toutes les générations dans presque tous les pays du monde. Les Kardashians ont du succès, mais ils n'arriveront jamais à la cheville de la reine d'Angleterre. Ni Beyoncé, ni Ariana. C'est la plus grande diva du monde. Elle nous fascine. On pense la connaître et pourtant, même après sa mort, le mystère Élisabeth II reste entier. En Angleterre, les 2 personnes qui parlent le moins sont Kate Moss et la reine d'Angleterre. La reine dirigeait-elle vraiment la famille royale d'une main de fer? Élisabeth II, en réalité, est tout sauf gentille. Élisabeth II est extrémiste. Haine ou indifférence? Quelle était la vraie nature de ses sentiments envers Meghan Markle? La reine Élisabeth II a un regard totalement éberlué devant Meghan Markle. Nous vous emmènerons aussi dans les coulisses de ce qu'était le quotidien hors norme d'Élisabeth II. Vous saurez tout de ses manies, de sa pingrerie légendaire et de ses petits plaisirs. C'est quelqu'un qui adore le chocolat. Donc quand on demande à ses chefs qu'est-ce que la reine aime beaucoup, on lui dit c'est un chocoholique. Nous dévoilerons la véritable fortune personnelle de la reine, ses bijoux, ses œuvres d'art et surtout ses impressionnants châteaux comme Windsor. Là où elle recevait les grands de ce monde qui devenaient soudain tout petits. Tout le monde est extrêmement impressionné quand elle reçoit Trump ou Obama. Chirac arrive en retard et il me dit « Où est la Queen? Où est la Queen? Où est la Queen ?» Nous vous expliquerons comment, en attirant sur elle tous les projecteurs, Diana a mis le règne d'Élisabeth II en danger. Sa couronne a vacillé à ce moment-là. On ne le sait pas assez, on ne l'imagine pas assez. Enfin, nous vous dirons tout sur l'invraisemblable scandale sexuel qui a brisé le cœur de la reine et a fait exploser la famille royale. Sur le plan personnel, je pense que la reine doit terriblement souffrir de ce que Prince Andrew aurait fait. Le fait de voir en une des journaux son fils accusé de viol sur mineur, c'est d'une extrême violence. Reine d'Angleterre, mais aussi reine du monde pour l'éternité. Voici la fabuleuse histoire d'Élisabeth II comme vous ne l'avez jamais vue. Buckingham Palace, au cœur de Londres. Un palais de 77 000 mètres carrés, avec ses 775 pièces, 760 fenêtres et 1514 portes. C'est là qu'Élisabeth II passait des journées qui se suivaient et se ressemblaient à la seconde près. On sait qu'Élisabeth II est la femme la plus ritualisée du monde, c'est-à-dire que chaque jour qui se suivent se ressemble terriblement. Chaque matin, autour de 7 heures, la reine, qui dormait seule dans son appartement au dernier étage du palais, avait le droit à un réveil ultra personnalisé.
tous les matins, la cornemuse sonne pendant 15 minutes pour faire éclater le début de la journée. Une journée millimétrée et réglée comme une montre suisse. Entre 7h et 8h, une femme de chambre rentre dans la chambre d'Élisabeth II, ouvre les rideaux et pose à côté de son lit un plateau d'argent sur lequel il y a un jus d'orange pressé et un thé Earl Grey. C'est le premier acte d'Élisabeth II et de déguster son thé dans son lit. Après, c'est l'arrivée des corgis qui envahissent la chambre. Ils ont été parfois jusqu'à 12. La toilette de la reine avait lieu dans sa baignoire. Et attention, la souveraine avait l'œil sur le robinet. Elle prenait son bain dans 18 cm d'eau et pas un de plus. Une règle qui datait des restrictions de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, elle en ressort et elle va prendre son petit déjeuner. Pour la reine, les choses sérieuses commençaient après le premier repas de la journée. Direction le bureau, en n'oubliant pas un étonnant petit geste qui était devenu automatique au fil du temps. La reine d'Angleterre est une femme ordinaire dans le sens où c'est une petite dame qui fait attention d'éteindre la lumière lorsqu'elle quitte une pièce. Elle ne veut pas donner cette idée d'une dame qui n'a pas du tout de notion d'argent ni l'importance de faire des économies. Une fois assise à son bureau, la reine se livrait à un rituel immuable d'une importance majeure. Celui qui faisait d'elle la femme la mieux informée au monde. Il y a ces fameuses boxes rouges qu'elle reçoit depuis le début de son règne et dont son père George VI lui avait dit, à propos de ces fameuses boxes, « Je te conseille de les renverser comme cela, ce que l'on veut te cacher sera toujours au plus fond de ces boxes-là. » Ces boxes renferment vraiment des secrets d'État, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des rapports diplomatiques, des dossiers gouvernementaux. Elle sait absolument tout ce qui se trame au sein du gouvernement. Après sa séance de lecture, la reine déjeunait systématiquement au palais. Un déjeuner qui passait pour être toujours d'une grande frugalité. Oui, il faut savoir que la reine, c'est pas Louis XIV. Elle se fait pas servir une dinde entière sur un plateau en or tous les jours. Élisabeth privilégie surtout à midi le poisson et qu'elle boit volontiers avec le poisson un verre de son cocktail favori, qui est un mélange de gin et de Dubonnet, qui est un vermouth français d'ailleurs. Elle vit très normalement. On dit même une fois, on lui a servi un poisson pour le déjeuner, il y avait un citron entier. Elle a envoyé le citron en disant « Mais je n'ai pas besoin d'un citron entier avec mon poisson, qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, elle a une vie assez saine et assez simple, mais dans un palais. Elle vit sûrement beaucoup plus simplement que n'importe quel président français. La majeure partie des après-midi d'Élisabeth II était consacrée à ses activités de représentation. La reine pouvait recevoir à Buckingham, mais effectuait en moyenne 300 sorties par an. Son agenda ne se prêtait donc pas vraiment à l'improvisation. Elle a un agenda qui est très chargé et qui d'ailleurs est rempli au moins 2 ans à l'avance. Elle sait aujourd'hui ce qu'elle fera déjà, là où elle est attendue, en tout cas dans 2 ans. Elle a des devoirs à faire, des rencontres à faire, aller voir des associations. Son agenda, il est rempli à ras-bord, mais c'est son quotidien. Elle a l'habitude, et je pense qu'à force, c'est un devoir, donc elle a appris à aimer ça. Enfin, de toute façon, elle ne peut pas dire qu'elle n'aime pas ça. C'est son devoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 70 ans de règne, Élisabeth II n'a jamais rechigné à la tâche, même si on imagine bien que... Il y a une partie de la vie d'Élisabeth II qui doit être terriblement ennuyeuse. Si elle va visiter pour la 1000e fois le Parlement, avec tous ces mêmes rituels. Mylord, prenez place. Mais de temps en temps, elle doit se demander, mais à quoi ça sert? Je suis obligé de le faire, parce que je suis la reine, mais je l'ai fait 50 fois. En fait, le rôle de la famille royale, c'est d'être là et d'avoir les intérêts du peuple dans la tête, sans pouvoir politique, mais avec une sorte de sympathie pour le commun des mortels. En bonne mère de la nation, Élisabeth II allait donc régulièrement au contact du peuple.
Inauguration d'écoles, de centres culturels, de casernes ou de centres commerciaux, rien ne lui faisait peur. La reine est obligée d'être très sérieuse en public parce qu'elle prend très au sérieux son rôle royal. Quand elle va à une cérémonie, elle sait qu'elle représente toute la nation et toute l'histoire. Elle prend ça très au sérieux et apparemment, si quelqu'un à cette cérémonie ne le prend pas au sérieux, il reçoit une sorte de regard froid qui terrifie tout le monde. Elle est d'une froideur absolue. Tous ceux qui ont eu le privilège de rencontrer la reine se souviennent qu'Élisabeth II n'était pas un modèle de convivialité. Et tout le cérémonial préalable à la rencontre ne faisait rien pour détendre l'atmosphère. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la reine à l'ambassade en France. Et quand je suis arrivée sur place, on m'a expliqué qu'il y a un vrai protocole et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et que je peux faire. Quand elle vient me voir, je suis présentée à la reine. Il y a quelqu'un qui accompagne la reine et qui me dit « Votre Majesté, voici Louise Éclande, elle fait ci, elle fait ça, elle fait machin. » Et moi, je ne peux pas parler à la reine tant qu'elle ne m'a pas parlé. Je dois la saluer, je dois faire la révérence. Une manière de faire la révérence, c'est le pied droit derrière le pied gauche. Et j'incline le genou. Les hommes, c'est la tête, on baisse la tête. Arrive alors le face-à-face tant attendu avec la souveraine. Une expérience unique, mais pas vraiment celle qu'on pouvait s'imaginer. Ce qui m'a frappé le plus, c'est d'être littéralement glacé en la rencontrant. C'est une petite bonne femme assez froide qui te regarde à peine, qui a le regard un peu vide, pour être tout à fait honnête. En clair, la reine d'Angleterre n'avait pas exactement le charisme d'une rockstar. Vous n'êtes pas très impressionné par le physique. Elle est petite, la poignée de main est molle, le regard est glaçant, il n'exprime rien du tout. Pour être un peu méchant, je dirais que c'est un regard de batracien. Elle est là, rien ne s'exprime en la regardant. Une neutralité déroutante que la reine appliquait aussi au moment de dialoguer avec ses interlocuteurs. La conversation de la reine d'Angleterre est plate comme un trottoir, quand même. C'est quand même un tissu de banalité, dit-on, quand certains trahissent un petit peu le secret des discussions. La première fois que j'ai rencontré Élisabeth II, c'était lors d'un sommet du Commonwealth au Zimbabwe pour le monde. Et on me l'a présentée, elle m'a posé 3 questions. Depuis combien d'années vivez-vous au Royaume-Uni, Monsieur Roche? Est-ce que vous vous y plaisez? Est-ce que les Français s'intéressent au Commonwealth? Et j'ai répondu à ces questions de la manière la plus neutre possible, parce que vous sentez tout de suite, vu le regard glacial et indifférent qu'elle vous lance, qu'il est hors de question. Hors de question de sortir du cadre, on l'a bien compris. Mais pouvait-on vraiment reprocher à Élisabeth II de garder ses distances, elle qui était en représentation près de 300 jours dans l'année? Imaginez le nombre de personnes dont la reine Elisabeth a serré la main. Imaginez le nombre de gens tellement différents qu'elle a pu rencontrer. Alors évidemment, elle est briefée à chaque fois, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire quand on rencontre Elisabeth 20 secondes, elle nous a demandé d'où on venait, si on était heureux d'être là et ce qu'on faisait dans la vie, point barre, et elle passe à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, tout ça, c'est toujours très en surface. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'humanité. Je pense qu'elle a de l'humanité, mais elle a de la distance, une distance qui est nécessaire. Cette femme que l'on voit pendant les cérémonies dire les mêmes banalités à tout le monde. « Ah, vous êtes venu de loin pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ?» Elle a même demandé à des gens comme Eric Clapton, des stars du rock, « Qu'est-ce que vous faites ?» Elles disent toujours ça, on la connaît pour ça. À force de serrer des mains toute l'année, Élisabeth II fonctionnait en pilotage automatique. Que l'on soit anonyme ou VIP, pas de jaloux.
Le traitement était le même pour tout le monde. Lors de la grandiose cérémonie de son jubilé de platine en 2012, c'est l'un des plus grands musiciens anglais de l'histoire qui en avait fait l'hallucinante expérience. Quand un jour, le Brian May, le guitariste de Queen, il y avait une grande cérémonie et il était sur le toit de Buckingham Palace pour une garden party. Il a joué une version guitare de God Save the Queen. Après, il est descendu dans le garden party. Il a rencontré la reine. Elle lui a dit bonjour, mais Jean, qui êtes-vous? Et il a dit, ah ben je suis le guitariste. Et elle lui a dit, ah ben c'était vous qui faisiez ce bruit-là? Les déplacements de la reine étaient archi-chronométrés. Quoi qu'il arrivait, Élisabeth II devait être dans son palais de Buckingham à 17h. L'heure pour le sacro-saint tea time, le rituel anglais par excellence. Comme le disait le prince Charles, à 5h, toute ma famille s'arrête pour le thé. Donc c'est quelqu'un qui a des plaisirs assez simples parce que le reste est extrêmement dense, est extrêmement touffu. On sait qu'elle privilégie les sandwichs au concombre et le thé Earl Grey et qu'elle a un petit péché mignon pour les biscuits fourrés à la violette. Et puis, elle travaille encore un peu dans l'après-midi. Parfois, et même très très souvent, il y a encore des personnes à rencontrer, il y a encore des documents à devoir signer. Elle revoit une dernière fois son secrétaire. La reine dînait ensuite dans ses appartements. Un dîner plutôt léger, mais qu'elle terminait très souvent par une petite douceur qui récompensait sa journée bien remplie. C'est quelqu'un qui adore le chocolat. Donc, quand on demande à ses chefs qu'est-ce que la reine aime beaucoup, qu'est-ce qu'elle lui fera le plus plaisir, on lui dit c'est un chocoholic. Si elle a un choix, eh bien, on prend un dessert au chocolat. Quant à ses soirées, Élisabeth II les passait comme la grande majorité de ses sujets, confortablement installée devant son petit écran. Le soir, l'un de ses grands plaisirs est de dîner devant la télévision. Elle regarde les programmes qui sont diffusés par la BBC. Elle suit par exemple de manière assidue Coronation Street, qui était l'équivalent de Plus belle la vie, ou The EastEnders, qui est aussi une autre série quotidienne. C'est des séries qui la suivent depuis des années et qu'elle regarde avec intérêt. Chaque soir, avant de rejoindre son lit, la reine s'asseyait à son bureau pour noircir les pages de son journal intime. Un exercice auquel elle se livrait quotidiennement depuis ses 15 ans. Une fois ses pensées couchées sur le papier, la reine enfermait son journal dans une boîte en cuir noir fermée à clé, rangée dans un endroit connu d'elle seule. Elle aurait donné des instructions strictes pour que ce journal plein de secrets et de révélations explosives ne soit jamais ouvert, même bien après sa mort. La vie d'Élisabeth II obéissait donc à une routine quotidienne très réglée. Elle se mettait entre parenthèses quand la reine recevait des visiteurs de marque étrangers. C'est un honneur très particulier de vous avoir comme invité chez nous à Windsor ce soir. Les soirs de réception, alors, il y a ces grandes manifestations dont seuls les Windsor ont le secret, qui se tiennent au palais de Buckingham ou alors dans la campagne anglaise au château de Windsor, qui est le plus vieux château encore habité du monde à l'heure actuelle. Être reçu chez elle par la reine d'Angleterre, lorsqu'on est chef d'État ou de gouvernement, c'est le Graal. Un rendez-vous immanquable avec l'histoire. L'assurance d'être entré dans la cour des grands. Pour chacun d'entre nous, c'est comme un rêve de résider à Windsor. Nous pourrons dire, nous y étions. Quel que soit le chef d'État qui soit invité à rencontrer la reine Élisabeth, il a en face d'elle quelqu'un qui a plus d'expérience que lui. Véritablement, on peut avoir été à la tête d'un pays, on peut diriger une boîte immense. Quoi qu'il arrive, la reine Élisabeth aura une anecdote de plus que vous
sur le sujet dont vous traitez. C'est toujours très impressionnant et finalement tout le monde est un petit peu remis à sa place quand on la rencontre. L'heure est précise, midi, et l'accueil réglé par le strict protocole britannique qui laisse peu de place à l'imprévu. Une visite officielle chez la reine ne s'improvise pas. Elle obéit à des règles extrêmement strictes. Et gare à ceux qui ne les respectent pas. Ravi de vous rencontrer. Je suis extrêmement ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous ? En 2004, Jean-Louis Debré est président de l'Assemblée nationale. Il accompagne Jacques Chirac lors de son déplacement chez nos voisins anglais. Il se souvient parfaitement être passé à 2 doigts d'un incident diplomatique surréaliste. Le meeting au sommet a bien failli tourner court. La première rencontre entre le président de la République et la reine, le cortège officiel a quelques minutes de retard. Car c'est le jour où le gouvernement anglais a accepté d'interdire la chasse à courre ou la chasse au renard. Et naturellement, il arrive ce qui va arriver, c'est que Chirac arrive en retard à Windsor. Et la reine n'est pas là pour l'accueillir. Je vois Chirac monter l'escalier et il me dit « Où est la Queen ? Où est la Queen ? Où est la Queen ?» Et on lui prévient que, comme il est en retard, la reine est repartie dans ses appartements. Pour clairement signifier qu'elle vient de subir un affront, la reine fait longuement patienter ses hôtes français. Et quand elle se présente à eux après des minutes interminables, un nouveau drame est évité de justesse. On rentre dans une grande salle où les invités attendent, et puis au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre et on annonce la reine. Bonjour messieurs, en anglais. Bonjour mesdames, bonjour monsieur le président. Et là, je sens le protocole se raidir, car on a bien expliqué à tous les convives français qu'on ne tend pas la main à la reine et que on s'incline respectueusement. Mais Chirac a des réflexes et je vois sa main. Et heureusement, la reine a fait comme si elle n'avait pas vu la main. Pour Jacques Chirac, c'est alors une longue, très longue soirée qui commence. Même la légendaire jovialité du président français n'aura pas raison du protocole. Dîner ahurissant, où tout est fait, la distance entre les convives, pour qu'il n'y ait aucune conversation possible. Et donc, on sert la reine en premier, il faut attendre que la reine ait commencé. Or, je connaissais bien Chirac à table, c'est pas son protocole à lui. Je regardais Chirac en me disant à quel moment il va me faire un clin d'œil et dire hey, une petite bière. Arrive la fin du repas, la reine s'en va. Tout le monde se lève, elle part d'un côté, tous les convives partent de l'autre. Et là, on vous met dans une grande pièce, on va vous servir café ou des liqueurs, en attendant que la reine revienne. Et les portes s'ouvrent, la reine arrive, bonsoir, 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 et elle repart. Et Chirac me dit à ce moment-là, eh ben maintenant, on va boire. Après le dîner à Windsor, on est allé prendre une bière avec Chirac. Eh ben, qu'est-ce que c'était sympa par rapport au dîner. La reine d'Angleterre, sur son visage, en tout cas pour quelqu'un qui ne la connaît pas, aucune expression, ni de critique, ni de satisfaction, ni de joie, ni de tristesse. C'est impassible. Impassible. La reine est capable de rester de marbre quand elle n'a strictement rien en commun avec son hôte ou que celui-ci ne respecte pas le protocole. 13 juillet 2018. Le couple présidentiel américain, Donald et Melania Trump, est à Windsor pour un voyage officiel, scruté à la loupe par le monde entier. Elle peut être extrêmement froide si elle le veut.
Et je pense que le courant ne passe pas avec tous les chefs d'État. Je pense par exemple notamment avec Donald Trump. Une rencontre entre la reine Elisabeth II et Donald Trump, c'est surréaliste, parce que ce sont deux mondes totalement opposés. On dit que la reine n'avait vraiment pas envie de recevoir Donald Trump chez elle et qu'elle a bien senti qu'elle était obligée. Un chef d'État américain, il faut le recevoir, elle ne peut pas l'éviter. Ça n'a pas été une rencontre très facile pour la reine, parce qu'il n'a pas du tout obéi au protocole britannique lors de la rencontre avec la reine. Déjà arrivé une demi-heure en retard, Donald Trump serre la main de la reine, ce qui est strictement interdit. Pire, il va marcher devant Elisabeth II lors du passage en revue de la garde royale. Un sacrilège inédit dont le palais de Buckingham a bien sûr fait interdire toutes les images. Mais les témoins de cette scène ont bien noté que ce jour-là, l'exaspération pouvait quasiment se lire sur le visage de la reine. La reine, elle montre pas trop ses émotions, mais cette rencontre avec Trump, elle a un petit œil qui frise, où on sent que si elle pouvait lever les yeux au ciel, elle le ferait, quoi. Et elle lui fait une visite et elle lui a offert un cadeau, elle lui a offert un livre de Churchill. Et quelque part, ce geste, c'était une façon de l'éduquer. Elle a ainsi, avec simplement un cadeau, bien fait comprendre à Donald Trump qu'elle maîtrisait toute cette histoire que lui n'avait pas connue. Mais bien plus que Donald Trump, c'est un invité très particulier qui a fait vivre à la reine la séquence la plus traumatique de son règne. Aux alentours de 6h45, le 9 juillet 1982, Michael Fagan, peintre décorateur au chômage, réussit à passer entre les mailles de la sécurité du palais de Buckingham et s'introduit dans la chambre d'Elisabeth II. Très calme, la reine écoute le jeune homme lui parler de tous ses problèmes familiaux. Puis, la souveraine explique à l'intrus qu'elle doit s'absenter une minute et se précipite hors de sa chambre. Michael Fagan est intercepté par le valet de chambre de la reine avant d'être livré à la police. La justice ne le poursuivra pas. En matière de diplomatie, Elisabeth II n'était pas une cliente facile. Quand elle se déplaçait à l'étranger, c'était tout le prestige de la couronne britannique qui voyageait avec la souveraine. La recevoir avec les formes relevait presque d'une discipline olympique. Il est clair que la reine d'Angleterre en impose. En 2004, elle est venue à Paris pour le centenaire de l'entente cordiale. Et Bernadette Chirac, m'a-t-on dit, était terrorisée, très stressée en tout cas, d'accueillir la reine d'Angleterre. C'est vraiment le chef d'État dont on se dit on ne peut pas louper la visite. Dans ce domaine, la France possédait un net avantage sur tous les autres pays du monde. Francophile convaincue, Elisabeth II parlait impeccablement notre langue depuis son plus jeune âge. En 70 ans de règne, la reine s'est entretenue avec les 10 derniers présidents français. Un record en la matière. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Elle est totalement francophile et francophone. C'est quelqu'un qui a été éduqué par une préceptrice belge qui lui a appris le français. Elle parle extrêmement bien le français. Elle a toujours adoré la France. Lorsqu'elle était fiancée, elle a fait son premier voyage en France. Elle a un rapport extrêmement fort avec la France, notamment avec les haras français. Elle a régulièrement été en Normandie parce qu'elle s'intéresse aux courses de chevaux, elle s'intéresse à l'élevage. Et donc, elle voulait prendre des informations, des techniques, se renseigner sur la manière dont ça se passait en France. Elle a un vrai rapport avec la France, extrêmement fort. Ce lien si particulier avec la France, c'était la garantie pour la reine d'obtenir des privilèges gourmands auxquels elle seule avait droit lors d'une visite officielle. Effectivement, c'est François Hollande avait fait quelque chose qui ne se fait jamais. Pour la reine d'Angleterre, c'était vraiment une courtoisie spéciale pour la reine d'Angleterre, c'est qu'il lui avait donné la possibilité de choisir elle-même le menu. Le protocole, en général, c'est le chef de l'État français. On lui soumet 2 menus et il choisit les plats. La reine connaissait la gastronomie française sur le bout des doigts. Aucune erreur dans son choix ce soir-là à l'Élysée. Menu classique, mais redoutablement efficace.
Après le foie gras du Périgord, et il y avait eu de l'agneau de Sisteron. C'était terminé par un camembert de Normandie, puisque c'était les célébrations les 70 ans du débarquement en Normandie. Partout où elle se déplaçait, la reine d'Angleterre devait être celle vers qui tous les regards convergeaient et dont on se souviendrait longtemps. Pour cela, Élisabeth II avait trouvé une recette infaillible qui avait largement contribué à écrire sa légende. Elle applique à elle-même presque un principe de l'histoire de l'art. La Vierge, les icônes ont des couleurs brillantes pour être remarquées au milieu d'un tableau. Et elles sont là juste pour être regardées, vénérées. Regardez le manteau de la Vierge, il est bleu. Un bleu invraisemblable qu'on voit jamais. Elle a cet adage et elle dit il faut que l'on me voie pour que l'on me croie. Mais voilà, la reine ne mesurait qu'un petit mètre 63 et pour ne rien arranger, elle était souvent accompagnée de son mari, le prince Philippe, qui lui émargeait à 1,83 m. Assez vite, elle se rend compte qu'elle est petite et que les gens veulent la voir. Pour remédier définitivement au problème, Élisabeth II n'avait pas hésité à faire preuve d'une très grande audace. Il lui était impossible de passer inaperçu. Attention les yeux. Ça flashait. Ça piquait la rétine. Ça surfait légèrement sur la frontière du bon goût, mais peu importe. On la voyait. Et mieux encore, elle a ainsi marqué pour l'éternité l'imaginaire populaire. La reine Élisabeth II a compris qu'elle doit se créer un style. Et donc ses tenues sont à la fois classiques et à la fois exubérantes et excentriques. N'importe qui dans la rue serait habillé comme la reine d'Angleterre, on rigolerait. C'est vert, c'est jaune, c'est rouge. Et c'est son style à elle, et ça lui va à ravir, et on l'identifie. Les gens sont contents de la voir. C'est elle, pour moi, qui a tout compris. La reine se doit d'être vue. Donc, elle a toujours ses couleurs ultra flashy, etc. On peut se dire, c'est un peu vulgaire, c'est un peu... Mais il y a une raison pour ça. Où qu'elle aille, il faut qu'on la voie. Les couleurs qui ne sont pas toujours très belles, d'ailleurs. Mais en tout cas, elle a construit sa légende. Il y a chez Élisabeth II une vraie dimension pop, une vraie dimension presque cartoonesque, parce qu'on la reconnaît tout de suite. Il ne faut pas croire qu'elle a fait tout ça de manière fortuite. Complément immuable de sa panoplie, la reine n'apparaissait jamais en public sans son légendaire sac à main. Un accessoire fabriqué sur mesure par un maroquinier londonien dans lequel elle rangeait un rouge à lèvres, un miroir de poche et des pastilles à la menthe. Rien d'indispensable en réalité, ce sac lui était d'une toute autre utilité. Le sac, c'est un accessoire qui permet un langage avec son staff. C'est-à-dire qu'elle a le sac sur le bras, elle va changer de bras, par exemple, pour montrer qu'elle veut être exfiltrée à un moment d'une situation où quelqu'un en face d'elle est trop bavarde, par exemple. Selon les petites indiscrétions de son personnel, la reine possédait une collection de 200 sacs à main fabriqués par la maison Lohner. Prix du sac, 3 260 €. Inutile de dire que la souveraine pouvait s'en offrir quand elle en avait envie, et ne manquait pas non plus de place pour les ranger. En 70 ans de règne, le patrimoine d'Élisabeth II a toujours beaucoup fasciné et interrogé. Quand elle n'était pas à Buckingham, Élisabeth II passait ses week-ends à Windsor et les vacances de Noël à Sandringham, palais de 77 000 m², construit au cœur d'un domaine de 8 000 hectares dans le Norfolk. Pour les mois d'été, la reine privilégiait l'Écosse et le château de Balmoral avec son fabuleux domaine de 20 000 hectares. D'une valeur estimée à 200 millions d'euros, Balmoral est même tellement grand qu'il possède son propre écosystème avec des montagnes, des forêts, des vallées, des pâturages cultivables, des lacs et pas moins de 150 bâtiments. À Balmoral et à Sandringham, tout comme à Buckingham et Windsor, caves et couloirs abritent d'innombrables tableaux de grands maîtres. La reine avait aussi réparti dans les châteaux
une hallucinante collection de bijoux. « 300 pièces plus incroyables les unes que les autres. Elle est à la tête d'une telle richesse, c'est tellement presque immesurable. Enfin, il y a des chiffres qui circulent, on parle de 300 millions de livres, mais sa collection d'art, par exemple, est totalement inestimable, sa collection de bijoux est totalement inestimable. Largement de quoi donner le tournis au commun des mortels. Pourtant, lorsqu'on regarde le classement des fortunes féminines anglaises, Elisabeth II était bien loin des premières places et même devancée par une certaine Victoria Beckham. Donc on dit toujours, c'est une des femmes les plus riches du monde, mais dans la réalité, n'est pas vraiment vrai. Et quand on considère sa vraie fortune, elle est 300e, 350e parmi les gens les plus riches de l'Angleterre. Et elle est loin, loin, loin derrière, par exemple, le roi de Thaïlande, qui est le plus riche, plus de 40 milliards d'euros. Contrairement à la légende, la souveraine n'était pas propriétaire de toutes les résidences royales. Elle est propriétaire en son propre droit de Balmoral en Écosse, qu'elle a hérité de sa grand-mère Victoria, qui l'avait acheté au XIXe siècle. Elle est propriétaire aussi de Sandringham, la résidence qu'elle utilise dans le Norfolk. Mais par exemple, elle n'est pas propriétaire de Buckingham Palace, elle n'est pas propriétaire de Windsor. Elisabeth II avait donc l'usufruit de ces deux demeures. Elle en disposait comme bon lui semblait, mais ne pouvait pas les vendre. Même chose pour une grande partie des toiles de la collection royale, dont elle aurait pu d'ailleurs se priver sans faire un immense sacrifice. On parle de Rembrandt, de Canaletto, enfin la collection d'art, elle aussi, de toiles de maître, de dessins des plus grands noms, et ce depuis des siècles. La reine Elisabeth II n'est pas très intéressée par la culture. Elle a la plus belle collection de peintures, mais elle n'a pas des goûts particuliers que l'on sache. Sa collection d'art meuble ses diverses demeures. Elle passe devant régulièrement des tableaux extraordinaires. Après, est-ce qu'elle a un œil précis sur cette collection? Pas vraiment. Elle est dépositaire de cette collection d'art, mais elles ne lui appartiennent pas. Elles appartiennent à la couronne. Il est très très difficile, même pour les experts les plus aguerris, de faire la différence entre ce qui appartient à l'État de ce qui appartient vraiment à la souveraine, puisque tout ce décorum-là est mis à la disposition des Windsor pour pouvoir représenter l'État. Toute la démesure qui entoure la reine a évidemment un prix. Rien que pour faire tourner et entretenir les châteaux, ce sont quasiment 850 employés qui travaillent pour Sa Majesté. Des femmes de chambre, des maîtres d'hôtel, des jardiniers dont les salaires relèveraient du strict minimum. On sait en tout cas que c'est un employeur plutôt pingre et que souvent le personnel du palais avait la réputation d'être très mal payé. Comme s'il devait se contenter du grand privilège de servir la reine d'Angleterre et de travailler à Buckingham Palace ou à Balmoral dans différents de ses châteaux. Précision importante, tout ce personnel est souvent logé par Sa Majesté. Cela relativise un peu les choses, reste qu'à la fin de chaque mois, c'est toujours la même question. Qui, de la couronne ou du contribuable britannique, doit mettre la main à la poche ? On se dit oui, la reine, la famille royale, le contribuable paye beaucoup pour entretenir cette famille. En fait, c'est faux. L'argent du contribuable qui est versé à la famille royale correspond à peu près à 1,50 €, 2 € par an par contribuable. Donc à savoir le prix d'un café noir au comptoir par contribuable britannique pour entretenir la famille royale. Il faut savoir quand même que la monarchie britannique coûte près de 400 millions de livres sterling aux contribuables britanniques. Ils vous disent non, ça coûte 100 millions. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça coûte 400 millions. Tout le monde a fait le calcul, la presse a fait le calcul plusieurs fois, c'est-à-dire que ça coûte 10 fois plus que la monarchie belge, 20 fois plus que la monarchie espagnole, 4 fois plus que l'Élysée en France. Chaque année, l'État britannique versait à la reine une dotation pour assurer la totalité des dépenses liées à sa fonction. En 2018, Elisabeth II avait reçu la rondelette somme de 90 millions d'euros.
Prévoyante, la souveraine avait consacré un tiers de l'enveloppe à la rénovation des châteaux. Les 60 autres millions d'euros avaient couvert ses frais et ceux des autres membres de la famille royale. La reine ne disposait donc pas d'une ligne de crédit illimitée, mais néanmoins largement de quoi s'offrir un train de vie pharaonique sans commune mesure avec celui de ses sujets. Bien qu'en contact régulier avec le peuple, la reine vivait clairement dans une réalité parallèle. En quasi-autarcie dans ses châteaux, avec une armée de domestiques à son service, Élisabeth II ne faisait jamais rien comme tout le monde. Élisabeth II vit littéralement en dehors de la réalité. La réalité, c'est que sa fonction lui interdit d'aller où elle veut, quand elle veut. Aller au restaurant, c'est hors de question. Il y a le problème de sécurité. Évidemment, elle n'a jamais été dans un supermarché pour faire ses courses elle-même. Elle ne peut pas savoir en quoi consiste la vie quotidienne de ses sujets. Elle n'a par exemple pas de passeport. C'est la seule personne du Royaume-Uni à ne pas disposer de passeport, puisque lorsqu'elle voyage, ce sont des voyages essentiellement diplomatiques. Elle n'a pas de carte bleue, et ça va même plus loin que cela, elle n'a pas de contact avec l'argent. Il serait incongru pour la reine de toucher un billet ou simplement des pièces de monnaie. Si elle a touché un billet de banque, c'était juste peut-être pour bien regarder son portrait. Les rapports humains d'Élisabeth II sont aussi très particuliers, puisque Élisabeth II est une femme qui n'a absolument pas d'amis ni d'amis. Il n'y a que des membres de sa famille qui l'entourent et du personnel. Élisabeth n'a jamais eu d'amis proches. Elle a des cousins, des cousines qui sont ses amis, mais qui viennent du même milieu, mais elle n'a pas des copines dans Londres qu'elle peut aller voir comme ça. Pourtant, malgré toutes ces apparences, la reine et le peuple restaient intimement connectés. Démonstration éclatante en avril 2020, quand la crise sanitaire s'était abattue sur le monde. Quand la reine a parlé pendant la crise du Covid, on l'attendait beaucoup plus qu'aucun président. Aucun Premier ministre en voulait l'entendre, elle. Nous affrontons cette maladie ensemble. Je tiens à vous assurer que si nous restons unis et déterminés, nous la vaincrons. J'espère que dans les années à venir, chacun pourra être fier de la manière dont il a répondu à ce défi et que ceux qui viendront après nous diront que cette génération a été particulièrement forte. Elle a la sagesse, le recul, la distance pour pouvoir nous dire des choses et je pense qu'on l'attendait comme le Messie. L'immense adhésion populaire que suscitait la reine n'avait rien de très mystérieux. Ses sujets savaient que la souveraine, parfois glaciale, que l'on voyait en représentation officielle, n'avait pas grand-chose à voir avec la personnalité profonde d'Elizabeth Windsor. C'est très précisément ce qui la rendait attachante. La reine a deux personnalités complètement différentes. Elle est à la fois cette femme que l'on voit pendant les cérémonies dire les mêmes banalités à tout le monde. Par contre, dans la vie privée, la reine s'amuse même avec cette contradiction entre son rôle public et son rôle privé. Une anecdote peu connue résume parfaitement la double personnalité de Sa Majesté. Le 2 juin 1953, à quelques secondes de son couronnement, Elizabeth Windsor fait preuve d'un trait d'humour fulgurant, so British. Même juste avant son couronnement, une cérémonie incroyablement importante, elle a fait une petite blague. Elle était là avec l'archevêque de Canterbury et elle s'est tournée vers lui. Elle lui a dit « Est-ce que vous pouvez me donner un petit coup dans le dos pour me démarrer ?» Mais apparemment, c'était pour mettre à l'aise le pauvre archevêque qui était super stressé. Madame, est-ce que Sa Majesté accepte de prêter serment? J'accepte. Et ça, c'est très anglais, ce côté « je ne me prends pas trop au sérieux ». Et c'est étonnant pour une reine de ne pas se prendre au sérieux en tant que personne. En tant que reine, elle se prend super au sérieux. En tant que personne, beaucoup moins. Mieux encore, selon ses intimes, la reine possédait des talents d'imitation particulièrement comiques. La reine Elisabeth connaît certaines blagues et imite avec un talent certain tous les accents de son pays. Des accents cockney en passant par les Écossais, en passant par les Gallois. Elle fait hurler de rire ses enfants et ses petits-enfants lorsqu'elle raconte ses visites officielles en imitant
l'accent d'un fermier ou d'un dignitaire local ou d'un élu. Il y a cet humour qui nous incarne d'ailleurs normalement, c'est cet humour pince sans rire et elle est la spécialiste de ça. Chaque été, à Balmoral en Écosse, Élisabeth II laissait de côté sa panoplie de reine. Au cœur de la nature, loin des fastes de la cour, une autre femme se révélait et avec laquelle la proximité devenait immédiate. Elle a un peu le quotidien, entre guillemets, de Madame Tout-le-Monde. Élisabeth II est une poupée, en quelque sorte, que l'on part des joyaux les plus extravagants et les plus chics du globe, mais dans le fond, elle, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la vie à la campagne. Rien de mieux, en effet, que la verdure écossaise pour renouer avec des plaisirs simples dont elle était habituellement privée. Elle est à Balmoral pour ses vacances, en Écosse, ses vacances d'été. Elle adore faire des barbecues, elle s'occupe de la vaisselle, elle s'occupe de cuire les saucisses, ou alors c'était son époux, mais il y avait des pique-niques qui étaient extrêmement simples, sans personnel autour. Sans personnel et donc surtout sans chauffeur. Sur les routes de Balmoral, la reine qui n'avait pas son permis s'en donnait à cœur joie, le pied bien calé sur l'accélérateur de sa vieille Land Rover. Si vous voulez voir la vraie Élisabeth II, il y a une seule chose qu'il faut faire, il faut la regarder conduire. Parce que quand vous la voyez conduire, y compris à son âge où elle refuse de laisser le volant, vous comprenez qui c'est. Elle a le pied lourd sur le champignon. Honnêtement, quand vous la voyez, elle fonce, elle regarde pas trop à gauche, à droite, ce qui peut se passer potentiellement. Après tout, c'est la reine, c'est aux autres de s'arrêter et elle de foncer. Finalement, ça marche un peu comme ça. C'est une femme qui a une super énergie, c'est une super poigne, c'est une super envie de vie, de croquer la vie par les deux bouts. Cet ancrage terrien et ce goût de la simplicité, la reine le partageait avec une autre femme de la cour. Entre elles, ça avait plutôt mal commencé, mais au fil du temps, une vraie complicité s'était finalement établie. Dans un message du 5 février 2022, Élisabeth II la désignait même officiellement comme future reine consort. Leur passion commune de la nature n'était sûrement pas pour rien dans cette annonce. Elle a été élevée largement à la campagne avec ses chevaux et ses chiens, et c'est ça qui la rapproche un peu de Camilla Parker Bowles, qui sera la femme du roi bientôt. C'est pour ça qu'elles s'entendent pas si mal, parce qu'au fond, c'est ces espèces de trucs, elles sont contentes d'avoir arpenté un champ de tourbe, de se retrouver avec un feu de bois, de boire leur thé en rigolant, avec semble-t-il, des blagues au 8e degré, ou enfin très très codifiées comme ça. C'est un mélange de sophistication et de grande simplicité. Camilla Parker Bowles, Kate Middleton et bien sûr Meghan Markle, dernière arrivée dans la famille royale, les femmes qui entouraient la reine Elisabeth ont chacune usé d'une stratégie différente pour être adoptées par la souveraine. Entrée par la petite porte, Camilla a choisi la patience. Kate Middleton s'est-elle immédiatement positionnée en élève modèle. Mais avec Meghan Markle, les choses se sont corsées. Buckingham a vécu un passage en force inédit dont les secousses se font encore sentir aujourd'hui. 18 mai 2018. 2 ans après leur rencontre à Londres, le prince Harry, petit-fils cadet de la reine d'Angleterre, épouse la comédienne américaine Meghan Markle. Un spectacle en mondovision suivi par près de 2,5 milliards de spectateurs. Ce mariage est une révolution puisque le prince épouse une femme fraîchement divorcée avec la bénédiction de sa grand-mère très religieuse. Moi, j'ai l'impression qu'au départ, la reine d'Angleterre, elle était assez team Meghan Markle et que voir arriver un peu de diversité, un peu de fraîcheur, un peu de bonheur pour son petit-fils, elle était très contente. Au moment où le prince Harry tombe amoureux de Meghan Markle, la reine est ravie pour lui. Elle a un amour démesuré pour Harry, qui est un petit-fils qui l'a toujours fait rire, elle l'aime beaucoup, elle était ravie qu'il soit tombé amoureux. Elle a d'ailleurs tout fait pour que ce mariage se passe au mieux. Je veux dire, la cérémonie à Windsor a quand même été délirante. On leur a tout donné pour que ça se passe au mieux. Coût de ce fabuleux mariage, près de 30 millions d'euros. Meghan, enfant du show business hollywoodien, transforme la cérémonie en un événement plus people que véritablement aristocratique. Ses invités se nomment George Clooney, David Beckham ou encore Elton John.
Et histoire de casser encore plus les codes, le père de la mariée est absent ce jour-là et c'est un chœur de gospel qui chante dans la sacro-sainte chapelle Saint-Georges de Windsor. À l'époque, tout cela n'est pas forcément du goût de la reine. Mais Élisabeth II a bien compris que Meghan Markle ancre définitivement la couronne dans le XXIe siècle. Elle voit, avec l'arrivée de Meghan Markle, l'occasion de pouvoir s'adresser aux minorités, chose qui régulièrement est reprochée au clan Windsor. Il est vrai que la défense des personnes de couleur et des discriminations ne sont pas vraiment au cœur de leurs préoccupations. Elle a vu, avec l'arrivée de Meghan Markle, l'occasion de pouvoir prendre à bras le corps ce combat-là aussi. Ça veut dire qu'ils sont plus crédibles maintenant. Quand ils vont ouvrir une école dans un quartier pauvre de Londres, s'ils peuvent envoyer quelqu'un comme Meghan, ça fait beaucoup plus crédible que si le prince Charles arrive complètement blanc, avec son accent de haute société. Pour Meghan Markle, Élisabeth II déroge même au protocole royal. Noël 2017, surprise. La reine convie la comédienne à venir passer les fêtes au château de Sandringham. C'est la première fois qu'une fiancée a droit à ce privilège avant son mariage. Kate Middleton avait dû patienter 10 ans avant de poser un pied à Sandringham. Hélas, malgré les bonnes intentions de la reine et toute la détermination de Meghan Markle à intégrer la famille royale, la greffe ne prend pas. Il n'y a que Meghan qui croyait aux contes de fées de la vie royale. Quelques mois après son mariage, la presse anglaise tacle régulièrement Meghan Markle. Le prince Harry sort de ses gonds, parle même de racisme et regrette publiquement que la famille royale ne soutienne pas sa femme. Pour calmer les esprits, Élisabeth II envoie Harry et Meghan représenter les Windsor au Canada. Mais le mal est fait. À leur retour en janvier 2020, c'est la rupture. Harry et Meghan annoncent qu'ils abandonnent tous leurs privilèges de membres de la famille royale et partent s'installer aux États-Unis. La reine voit sa famille se disloquer sous ses yeux. On parle de guerre ouverte avec Meghan. Entre les deux femmes, pourtant, pas de conflit, mais plutôt un choc de génération. La reine Élisabeth II a un regard totalement éberlué devant Meghan Markle. C'est une Américaine. C'est une actrice. Elle aime le showbiz. La reine d'Angleterre, elle vient du 1000 ans de monarchie derrière. Donc quand elle rencontre Meghan Markle qui dit « c'est quand même très compliqué d'être membre d'une famille royale parce qu'il y a beaucoup d'obligations, parce qu'il y a un poids des traditions énorme », elle ne peut pas comprendre. Donc ce sont deux femmes qui s'aiment ou qui se détestent, peu importe, ce sont deux femmes qui ne peuvent pas se comprendre. Meghan Markle est à l'image, quelque part, de notre société aujourd'hui, qui veut briller et qui a du mal avec les contraintes. C'est pas une vie normale et c'est pas une vie de conte de fées. C'est une vie où on n'a plus le droit de voir ses amis, on n'a plus le droit d'avoir un téléphone portable, on n'a plus le droit d'avoir des réseaux sociaux. Et Meghan qui arrive pas à faire avec. Et je peux comprendre. Ça doit être extrêmement difficile de rentrer dans une famille pareille. Maintenant, elle a eu la possibilité de réfléchir à cette question, quand même. Et elle a accepté de rentrer dans la famille, et puis ensuite elle ressort. Bon, faut savoir ce que tu veux en même temps. Baptisé Megxit, l'exil américain de Meghan et Harry force la reine à sortir de sa réserve via un communiqué officiel. Élisabeth II prend acte, mais ne manifeste pas d'hostilité à l'encontre de Meghan, jouant habilement sur tous les tableaux. Comme il a été entendu dans notre arrangement, Harry et Meghan comprennent qu'ils doivent se retirer de leurs fonctions royales. Ils ne recevront plus de fonds publics de la part de la couronne. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres aimés de la famille quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle a fait les deux. Elle a réagi comme une reine et comme une grand-mère, parce que sa lettre, elle était à la fois assez sèche et pleine de bienveillance et d'amour. Je ne ferme pas la porte, mais pour le moment, wow, tout doux bijou, quoi. Lorsque Meghan a réussi à convaincre Harry qu'ils pouvaient tous les deux reprendre leur liberté et avoir une vie beaucoup plus simple ailleurs et en faisant leur propre choix, ça a été un crève-cœur pour la reine. D'ailleurs, les communiqués qui sont tombés à ces moments-là avaient des mots qui étaient quand même choisis avec un soin infini. Élisabeth II pense avoir éteint l'incendie. Mais le 7 mars 2021, coup de tonnerre.
la chaîne américaine CBS diffuse une longue interview donnée par le prince Harry et Meghan Markle à la présentatrice vedette Oprah Winfrey. Le couple y revient sur les coulisses de son départ et lâche au passage 2 bombes nucléaires. D'abord, Meghan fait état de remarques racistes entendues dans l'entourage de la reine au sujet d'Archie, son premier enfant. Alors que j'étais enceinte, un membre de la famille a fait part à Harry d'une certaine préoccupation quant à la future couleur de peau de mon enfant. Meghan évoque ensuite l'insoutenable pression psychologique exercée par la famille royale. Une pression responsable de terribles pulsions suicidaires. Je ne voulais tout simplement plus vivre. Harry m'a sauvé la vie en me permettant de quitter la monarchie pour vivre une vie indépendante. Pour Buckingham, le coup est rude. Les accusations de Meghan Markle font la une des journaux du monde entier. Fracturée en 2 camps, la couronne entre dans une crise inédite. Alors que les médias se délectent d'une guerre ouverte entre Meghan et la souveraine, la riposte royale à la mesure de l'attaque est attendue. Quelques jours après la diffusion de l'interview, coup de théâtre, Élisabeth II répond, mais ne remet pas d'huile sur le feu. Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, elles sont prises au sérieux et seront traitées par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille. Cette déclaration fait instantanément retomber la pression. Mais les blessures ne sont pas cicatrisées pour autant. Toute l'histoire avec Prince Harry a aussi été très dure pour la reine, parce que Prince Harry, qui voulait quitter la famille royale, qui voulait quitter le pays, c'était exactement le contraire de ce que la reine veut pour cette famille royale. Ça veut dire d'être présente, constante, de ne jamais faire des extravagances publiques. Donc Prince Harry qui voulait partir avec une actrice hollywoodienne. Derrière toute la bienveillance de la reine à l'égard de Meghan Markle, impossible de ne pas deviner la crainte qu'une histoire tragique ne se répète. Elle a, d'une certaine façon, accueilli Meghan Markle comme elle n'avait pas accueilli Diana. Diana qui n'était rien d'autre que la modernité de la jeunesse dans un monde qui n'était pas fait pour l'accueillir. C'est un tour de force de Diana, de faire basculer de manière à ce que la lumière soit beaucoup plus sur elle que sur le reste de la famille. Entièrement arrangé de toutes pièces, le mariage entre le prince Charles et Diana Spencer en 1980 sera pour tous les protagonistes un long et douloureux chemin de croix. Diana reste la grosse tache sur le parcours d'Élisabeth II, vraiment une ombre sur le tableau. Pour autant, l'entière responsabilité de cette union contre nature ne peut pas être placée sur les seules épaules de la reine. Je ne pense pas que la reine ait forcé Charles à épouser Diana. Je pense que c'était tout un collectif qui avait le prince Philippe qui au début adorait Diana, qui avait la reine-mère, donc la mère de la reine, qui poussait aussi à ça. Je crois que la reine, ce qu'elle a dit à son fils, elle lui a dit « décide-toi, choisis vite, ou t'y vas ou t'y vas pas ». Sur fond d'infidélité réciproque relatée par la presse, l'union de Charles et Diana se termine par un divorce en 1992. On dit Élisabeth II particulièrement blessée par cette séparation, elle qui a tout fait pour l'empêcher au nom de l'intérêt supérieur de la couronne. C'est sûr que la reine a mal vu le divorce du prince Charles parce que ça faisait un peu scandale dans la famille royale, parce que son divorce avait un effet sur l'image publique de la famille royale. En coulisses, on dit aussi qu'au moment du divorce, Élisabeth II entretient déjà une rancœur tenace à l'égard de sa belle-fille. Elle détestait pas Diana. Elle a commencé à trouver que ça allait trop loin à partir du moment où Diana fait son interview en 1995 pour Panorama à la BBC. Là, Diana ouvre des portes de l'intime de la famille royale. Avec son fameux « nous étions 3 dans ce mariage », Diana jette un énorme pavé dans la mare. Au début, Élisabeth II, elle aimait beaucoup Diana. Et puis, plus le temps a passé, plus, à mon avis, elle a eu envie, pour parler élégamment, de la défoncer. Parce que vraiment, elle a mis, c'était, vous savez, elle a fait un strike, Diana, d'un point de vue de communication et tout. Elle a lancé sa bille et pouf, tout a volé en l'air. Pour Élisabeth II, c'est le point de non-retour. On ne peut pas se permettre, quand on est une famille royale,
dévoiler ses états d'âme à tout le monde, et particulièrement à la télévision. Donc là, il y a eu une vraie brisure. 31 août 1997. La princesse de Galles trouve la mort dans un accident de voiture à Paris. Nous interrompons ce programme pour vous apprendre que la princesse Diana aurait été sérieusement blessée dans un accident de voiture en France. Voici malheureusement les gros titres de ce matin. En Angleterre, la disparition de Diana est un traumatisme national. Touché en plein cœur, le pays est balayé par un tsunami émotionnel jamais connu. Moi, je me souviens exactement, comme beaucoup de monde, on se souvient exactement où on était quand Diana est morte. Et je me souviens de cette vague d'émotions que j'ai ressentie alors que je ne pouvais pas savoir que j'allais ressentir les choses de cette manière. La force, l'émotion du pays, c'était incroyable. Et je pense que la reine, elle a pris ça de plein fouet. Je pense qu'elle ne savait pas trop comment réagir. Pour la reine Elisabeth II, il y a quelque chose de vulgaire dans les émotions. Elle n'a vraiment profondément pas compris quand il y a eu cette émotion, cette hystérie collective lors de la mort de Diana. Cloîtrée à Balmoral avec ses petits-enfants William et Harry, la reine s'enferme dans un silence assourdissant. Les Londoniens éplorés déposent une mer de fleurs devant les palais de Buckingham et de Kensington, où les drapeaux ne sont pas en berne. Énorme malaise. Pour la première fois de l'histoire, l'Angleterre se sent trahie par sa souveraine. Elle avait le droit de vivre. Vous avez raison, elle avait le droit de vivre. Ils lui ont pris sa vie. Ils lui ont pris sa vie. Vous ne pouvez pas dire ça. Je leur en veux terriblement. C'est faux. Je leur en veux terriblement. Ils l'ont tuée. C'est faux. On sait très bien qu'à son décès en 1997, elle continue à considérer Diana comme ne faisant plus partie de la famille royale. Donc dans un premier temps, elle n'accepte pas de lui accorder des funérailles d'État. La mort de Diana a été un moment terrible pour Élisabeth, qui a d'ailleurs mis la monarchie quelque part en péril à ce moment-là. Et le peuple hurlait, demandait à la reine de montrer un petit peu d'émotion. Là où pour elle, c'était totalement inimaginable, car Diana, pour elle, ne faisait plus partie de la famille. Il aurait été inenvisageable aux yeux de la reine que de baisser les drapeaux dans le royaume. Vécu comme une provocation, le mutisme d'Élisabeth II fracture l'opinion. La monarchie est au bord du précipice. Diana s'offre une éclatante revanche posthume. La reine est poussée vers la sortie. Sa couronne a vacillé à ce moment-là. On ne le sait pas assez, on ne l'imagine pas assez, mais la couronne britannique a vraiment vacillé. La popularité mesurée par les sondeurs de la Grande-Bretagne, enfin de la monarchie britannique à l'époque, était en train de dévisser. Finalement, le 5 septembre 1997, la veille des funérailles de Diana, la reine Elisabeth II suit les conseils de son Premier ministre Tony Blair et se résout à prendre la parole dans une allocution télévisée, sa deuxième en 45 ans de règne. C'est une reine froide et mécanique qui lit son allocution sur un prompteur pour calmer la colère populaire. Ce que je vous dis maintenant, en tant que reine et en tant que grand-mère, je vous le dis du fond du cœur. D'abord, je veux rendre hommage à Diana. C'était une personne exceptionnellement douée. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle a toujours su rire et sourire et a toujours su entourer les autres de sa chaleur et sa gentillesse. Cette allocution montre une femme ébranlée qui n'est plus du tout dans sa zone de confort. Lors de la mort de Diana, on a vu la reine terriblement gênée donner pour la première fois de sa vie une interview en direct à la télé. Elle a fait une sorte de statement sur le fait que oui, elle était triste que Diana était morte, que c'était terrible, mais on la voyait mal préparée, genre mal maquillée, triste, mais en même temps pas du tout à l'aise.
Elle s'est positionnée en tant que grand-mère dans son discours au moment des obsèques de Diana, ce qui était extrêmement important. Elle a fait comprendre que l'important pour elle à ce moment-là a été de préserver ses petits-enfants. Et ensuite, elle a donc accepté de baisser les drapeaux. Elle est rentrée à Londres pour les obsèques. Cet exercice de communication au forceps marque un tournant capital du règne d'Élisabeth II. Le décès de Diana va vraiment être, en tout cas, une date clé pour les Windsor. En retournant in extremis l'opinion en sa faveur, Elle avait l'air très sincère, elle semblait vraiment émue, je pense que tout le monde sera satisfait. Elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Elle n'a rien évité. la reine comprend qu'elle doit absolument évoluer si elle veut durer. Maintenant, avec le recul, la reine doit presque être reconnaissante envers Diana parce que ça a créé un choc qui a permis à la reine de moderniser l'image de la famille royale et de moderniser son image à elle. Dès lors, c'est par de petites frappes chirurgicales régulières qu'Élisabeth II a construit une image de monarque moins solennelle, moins sentencieuse et totalement dans l'air du temps. Il y a plein de moments où elle a montré qu'elle avait de l'humour, du recul, de l'autodérision. Je pense aux Jeux Olympiques, quand elle joue son propre rôle face à Daniel Craig et qu'il y a une doublure de la reine qui saute d'un hélicoptère pour arriver en plein milieu du stade. Soucieuse de ne pas apparaître comme une reine d'un autre siècle, Élisabeth II a mis la famille royale au diapason de toutes les nouvelles technologies naissantes. Elle a connu l'arrivée d'Internet, elle a été la première à envoyer un email. En 2014, la reine envoie même son premier tweet. Les Windsor sont désormais omniprésents sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils y sont. La famille royale a un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. C'est-à-dire qu'elle a été bien consciente qu'il fallait s'adapter au monde si elle voulait continuer à avoir cet impact. C'est une façon d'exister et de s'adresser aux plus jeunes. C'est une façon aussi de continuer à donner à voir tout en maîtrisant ce que l'on donne à voir. C'est-à-dire que les images qu'ils choisissent de publier ne sont pas celles qui auraient été volées par la presse. En 2020, quand la crise sanitaire oblige le monde à bouleverser ses habitudes, Élisabeth II est la première à suivre le mouvement. Âgée de 94 ans à l'époque, elle fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation puisque c'est derrière son écran d'ordinateur que la reine poursuit son travail de représentation depuis son salon de Buckingham. Lors de la pandémie, elle a fonctionné par Zoom pendant 1 an et demi. Alors certes, c'est pas elle qui faisait les branchements, mais il y a quand même une facilité d'adaptation assez impressionnante. Pour rester à la page, la reine se reposait évidemment sur ses conseillers et son chef de cabinet. Mais Élisabeth II pouvait surtout compter sur les bons conseils d'une alliée de poids. Une femme qui, contrairement à Diana et Meghan Markle, a toujours impeccablement marché dans son sillage. Il y a une seule personne, dit-on, à qui elle ne reproche quasiment rien. Ce serait la duchesse de Cambridge, Kate Middleton. Lorsqu'elle épouse le prince William en 2011, Catherine Middleton a depuis longtemps intégré tous les codes nécessaires pour être une Windsor. Faut pas oublier que Kate et William, ça a quand même une histoire qui a duré 10 ans avant qu'il y ait un mariage. Kate a donc pu observer, apprendre et mesurer tous les enjeux. Et Kate, bien évidemment, le sait aussi, qu'à partir du moment où elle rentrait sur le devant de la scène, tout serait extrêmement différent, tout serait scruté. Il fallait mettre les mains dans le cambouis et aucune erreur ne serait pardonnée. Fine stratège, Kate Middleton a très vite compris ce qu'elle devait faire et surtout ce qu'elle devait éviter pour être un membre irréprochable de la famille royale. Kate fait le contraire de ce que faisait Princess Diana. Princess Diana, elle avait l'air toujours un peu déprimée. Elle a parlé à la presse de sa vie privée. Kate ne fait jamais rien de ça. On voit Kate souriante avec Prince William, avec ses enfants. Kate, l'élève modèle, renvoyait à la reine Élisabeth le souvenir d'une jeune femme qui avait elle aussi choisi de servir inconditionnellement la couronne.
Elle aime énormément Kate Middleton, elle se voit en elle, finalement, presque 70 ans plus tôt. Elle se reconnaît, elle trouve qu'elle est classe, qu'elle fait plutôt bien le job, qu'elle tient sa famille, qu'elle donne une image souriante, bienveillante. Tout ce qu'on sait vraiment sur la relation entre Kate et la reine, c'est qu'en fait, Kate joue la parfaite princesse. Elle est toujours souriante, elle fait toujours tout ce qu'on lui demande. Pas de hasard si Elizabeth II et Kate Middleton se montraient très régulièrement ensemble. Pour la souveraine, Kate, femme du futur roi d'Angleterre, incarnait au millimètre la continuité. Que Kate Middleton regarde vers le haut en voyant la reine, c'est sûr. Elle est Kate plus royale que William. Elle connaît le protocole sur le bout des doigts. C'est une bosseuse, c'est une travailleuse. Elisabeth II adore les gens qui sont engagés. Elle a une confiance totale en Kate. Et ça se traduit aussi, ça se voit, par le fait que très régulièrement, elle prête des pièces de collection et des joyaux, parmi les plus beaux de sa collection d'ailleurs, à Kate pour qu'elle puisse les arborer. Discrète, Kate Middleton est connue pour œuvrer en coulisses dans les moments de crise au sein du clan Windsor. Avril 2021. Lors des obsèques du prince Philippe, le monde entier n'a Dieu que pour Elisabeth II, terrassée par la perte de son mari. L'enterrement marque aussi les retrouvailles de Harry, William et du prince Charles, un an après le Mexit. Entre les deux frères, la tension est à son comble. Ils n'ont pas échangé un mot depuis l'exil de Harry. Kate sait que la reine souffre de voir sa famille se déchirer. Alors elle décide d'agir. La cérémonie terminée, quand le petit groupe quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor, la duchesse se met discrètement en retrait, permettant au prince Charles de regagner le château en compagnie de ses deux fils. Définitivement dévouée au clan Windsor, Kate traverse elle aussi une épreuve. Malade d'un cancer diagnostiqué en mars 2024, elle est contrainte de se mettre en retrait de ses fonctions officielles. Mais elle peut compter sur le soutien de la firme dans cette tourmente. Au fil des années, la question de la succession d'Élisabeth II a alimenté toutes les spéculations, y compris les plus farfelues. Sa grande proximité avec Kate Middleton a par exemple été interprétée comme sa volonté de voir William arriver sur le trône directement à la place du prince Charles. Elle est trop respectueuse des traditions pour imaginer que William passe avant Charles. À partir du moment où elle décède, Charles devient roi. Il sera roi 10 minutes, 10 jours, 10 mois, 10 ans, mais il sera roi. Écoutez, je vais être familier. On saute tout chez les Windsor, sauf les générations. Et donc, ce sera Charles qui succédera à sa mère, parce que tel est l'ordre de succession. Et ainsi, dès qu'elle sera enterrée, ce sera la reine est morte, vive le roi. Le plus important est de faire perdurer, le plus important est que Charles soit roi. A-t-elle confiance en Charles? C'est une vraie question. Entre la reine et son fils, deux conceptions de la monarchie s'opposaient frontalement. Charles a 5 ans quand sa mère est devenue reine d'Angleterre. Du jour au lendemain, la maman et son petit garçon sont devenus de quasi-étrangers. Une blessure qui a fait de Charles une personnalité à part, loin, très loin du « never explain, never complain » appliqué à la lettre par sa mère tout au long de son règne. Le prince Charles, lui, on sait ce qu'il pense, puisqu'il passe son temps à envoyer des missives écrites avec sa petite patte de mouche, envoyées au ministre pour dire si, ça, alors que bon, intellectuellement, c'est pas non plus considéré comme une lumière. Elle le sait. Elle le sait. C'est la différence. Son fils, par exemple, qui s'est plaint toute sa vie. Parce que c'est ça, Charles, c'est quelqu'un qui s'est plaint toute sa vie. Hein, ne pas être bien marié, qu'on ne le considérait pas, qu'on ne l'aimait pas, qu'on ne l'écoutait pas. C'est un homme qui s'est plaint toute sa vie. Pour éviter un changement de style trop brutal et trop indigeste, la reine Elisabeth avait même obtenu de son fils l'engagement solennel de rejoindre la ligne officielle une fois devenu roi. Ce qui compte pour la reine Elisabeth II, c'est la règle. La seule chose qu'elle a imposée à Charles, c'est de s'engager publiquement, une fois monarque, de ne plus intervenir dans la vie politique comme il l'a fait
au cours des 30 dernières années. Devenu roi en septembre 2022, Charles III a tenu sa promesse et règne aujourd'hui dans les traces de sa mère. Dans la dernière année de sa vie, Élisabeth II ne dormait pourtant pas sur ses deux oreilles. Car à l'époque, un dossier brûlant n'en finissait plus d'éclabousser la couronne. Un scandale qui a aussi frappé en plein cœur une mère impuissante devant la disgrâce de son fils préféré. La catastrophe atomique pour cette reine qui est en fin de vie, c'est vraiment l'affaire Epstein, c'est-à-dire l'affaire de son fils, impliqué dans une affaire de viol à grande échelle entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ça, c'est à la fois incompréhensible pour elle et très douloureux parce que c'est son fils préféré. Elle le trouve drôle, intelligent, elle lui trouve toutes les qualités que Charles n'a pas. Il est gracieux avec elle, il la fait rire, alors que l'autre est chouinard et se plaint tout le temps. Elle a toujours préféré Andrew, qui est un très beau gosse. La reine Elisabeth n'est pas indifférente aux beaux hommes, d'où Philippe. À Charles, avec ses oreilles décollées, beaucoup moins sexy. Andrew, éternel vilain petit canard des Windsor, ex-mari de la sulfureuse Sarah Ferguson, franchit la ligne jaune lorsqu'il se lie d'amitié avec le pédocriminel et trafiquant sexuel américain Jeffrey Epstein. Pendant près de 10 ans, Andrew aurait largement profité de cadeaux en nature offerts par Epstein, dont une jeune femme âgée de 17 ans à l'époque qui l'accuse de viol. Dos au mur, le prince est obligé de répondre aux accusations. Fin 2019, c'est sans l'accord de la reine qu'Andrew convoque les caméras de la BBC à Buckingham pour une interview vérité qui tourne au désastre. Vous parliez de votre proximité avec Epstein. Avec le recul, ressentez-vous de la honte, de la culpabilité, des regrets aujourd'hui ? En ce qui concerne mon amitié avec lui, elle m'a apporté beaucoup de choses positives qui n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on me reproche aujourd'hui et ce dont nous discutons. Sûr de lui, niant toute responsabilité malgré l'évidence, Andrew devient le cauchemar de la famille royale. Sa mère est effondrée. Le voir mêlé à une histoire aussi cracra, aussi immonde, et s'être défendu si mal, ça a dû lui briser le cœur. Pour éviter qu'Andrew ne soit extradé aux États-Unis où il est accusé de viol, la reine intervient en coulisses pour sauver l'honneur de la monarchie. Avec Andrew, elle a fait deux choses. D'abord, elle a imposé à Andrew, qui ne le voulait pas, qu'il ne puisse plus exercer de fonction officielle. Et ensuite, elle a payé très chèrement ses avocats américains, les avocats d'Hollywood, pour le défendre. Dénouement surprise de l'affaire Andrew, les avocats du prince annoncent le 15 février 2022 qu'ils ont trouvé un accord avec Virginia Roberts, la plaignante. En échange de 14 millions d'euros payés par la reine, la jeune femme accepte de retirer sa plainte. Élisabeth II ne verra pas son fils sur le banc des accusés, mais elle doit l'écarter définitivement du reste de la famille. Parfois mouvementé, parfois douloureux, mais toujours étincelant, le règne d'Élisabeth II a marqué à tout jamais l'institution monarchique. Aujourd'hui disparue, elle a réussi de son vivant le pari invraisemblable d'incarner à elle seule toutes les valeurs et l'héritage du clan Windsor. Elle restera dans le cœur des Britanniques une légende, celle qui veille de loin sur eux et sur la couronne.